Merci de nous rejoindre sur Midi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé qui s'intéresse aux effets de l'alcool à long terme sur la santé. Quels sont les troubles ou les maladies provoquées par l'alcool? Nous en parlons avec M. Daniel Thiault. Il est psychologue et conseiller formateur en toxicomanie. Merci d'être sur notre plateau, M. Thiault. Merci, bonjour. Alors, comment on peut qualifier l'alcool? Est-ce que c'est une drogue? Alors, le débat est en cours lorsque nous organisons nos rencontres, mais au milieu, parmi nous qui intervenons sur la question de drogue et autres, il n'y a pas de débat. Nous disons que l'alcool est une drogue licite. Licite, ça veut dire qu'elle est tolérée, par exemple, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, sa consommation n'est pas interdite par la loi. C'est une drogue d'un point de vue de ses effets, et c'est particulièrement un tranquillisant ou un dépresseur du système nerveux central. Avec nous également sur ce plateau, M. Tahirou Kaberou. Vous êtes chef de projet à l'ONG El Kassi, qui signifie lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci également pour... Alors, qu'est-ce que vous appelez consommation abusive d'alcool? Pour nous, la consommation abusive d'alcool, c'est d'abord le fait qu'à long terme, l'alcool a des effets sur la santé et d'en boire jusqu'à ce qu'on arrive à ces dégâts-là. Mais il faut dire en réalité, c'est vrai qu'il y en a en pas d'abusivité, mais en réalité, on ne sait pas quel est le verre de trop. Mais néanmoins, nous voulons faire en sorte que les gens évitent d'arriver à long terme. Nous commençons par l'abusivité d'abord et après, si possible, dire aux gens de ne même pas consommer si possible. D'accord. Alors, revenons donc au thème abusif. Je ne sais pas, boire jusqu'au verre de trop, on ne quantifie pas, hein, non? On ne sait même pas, on ne sait pas exactement quel sera le verre de trop. Donc, la meilleure chose d'abord, pour quelqu'un qui a déjà commencé à consommer de l'alcool en quantité, la meilleure chose c'est de qu'est-ce qui réduit cela. Quand ça va commencer à créer les effets sur la santé, et aussi sur la société, sur sa famille aussi, les dégâts seront vraiment énormes. Alors, c'est ce que je voudrais bien comprendre. Est-ce que c'est le verre de trop ou alors c'est le fait de boire sur un long moment? C'est pas seulement. C'est le fait de boire, ce que ça peut créer des causes sur la santé de la personne et également sur la famille et la société. C'est ça même notre abusif. Alors, comment est-ce que vous expliquez donc cette addiction, M. Thiault? L'addiction à l'alcool intervient par étapes. La première étape, c'est une étape d'expérimentation où le sujet entre en contact avec l'alcool pour plusieurs raisons, pour plusieurs facteurs, ça peut être la pression du groupe, les problèmes, le stress, etc. Pour plusieurs raisons. Donc, la personne entre en contact avec l'alcool, avec le produit. C'est l'expérimentation. La deuxième étape, c'est que la personne commence à retirer un bénéfice de l'usage de l'alcool, notamment un plaisir. Commence à retirer du plaisir de la consommation de l'alcool. Et la troisième étape, je vais assez rapidement pour caricaturer, c'est l'étape d'abus. Mais je ne parle pas d'abus comme vous en avez parlé tout à l'heure. Ici, l'abus concerne les raisons que le sujet évoque pour consommer l'alcool. Il va vous dire, je consomme l'alcool pour me détendre. Mais le jour où il n'a pas de raison de se détendre, il va consommer de l'alcool. Donc, nous allons parler d'abus. Et l'abus a des critères diagnostiques. Et la dernière phase, c'est l'étape de maladie, l'étape de dépendance, d'addiction à l'alcool qui fait que le sujet ne peut plus se passer de la consommation d'alcool. Quelquefois, il perçoit les risques, les dangers, on les lui explique, mais il ne peut pas arrêter. Et ça fait, c'est l'un des critères significatifs de l'addiction à l'alcool. Est-ce que je veux dire, on parle d'addiction lorsqu'il y a des effets qui se produisent ou déjà, comme vous le dites, lorsque l'individu ne peut plus s'en passer? Lorsqu'il ne peut plus s'en passer, c'est l'un des critères de l'addiction. En fait, on parle d'addiction, on parle de dépendance, mais la dépendance, dans ce cas, a des critères diagnostiques. Il y a certains critères que la personne, qui sont analysés par les praticiens, les médecins, les psychiatres ou bien les addictologues, pour dire que quelqu'un est dépendant. Ce n'est pas tout le monde qui dit qui pose le diagnostic de dépendance. Donc, il y a des critères qui sont visibles dans le comportement. Il y en a aussi qui ne sont pas visibles, qui font partie de la psychologie de la personne. Où est-ce qu'on établit ces critères? Les critères sont établis par un addictologue, un psychiatre, un médecin ou bien toute autre personne qui est formée à cet effet. Et ça se fait en Côte d'Ivoire, dans nos pays africains? Absolument, ça se fait en Côte d'Ivoire, dans les institutions de prise en charge des drogues et de l'alcool et autres.
Ça se fait couramment. Où ça, en Côte d'Ivoire, par exemple, où? Vous voulez que je cite des structures? Des structures, certainement. Il y a la Croix-Bleue, il y a l'hôpital psychiatrique de Bingerville, il y a l'INSP, l'Institut national de santé publique, et il y a plusieurs ONG qui œuvrent dans ce sens pour apporter de l'aide, de la prise en charge aux usagers d'alcool et des autres drogues. Et c'est à quel moment, on mesure un peu ce taux-là pour dire que quelqu'un souffre d'addiction à l'alcool? C'est lorsque la personne est malade? Oui, quelquefois c'est l'entourage. Quelquefois c'est l'entourage parce que les effets de l'alcool vont du corps jusque dans la sphère relationnelle. Souvent c'est les parents, les proches qui sont touchés par les effets nocifs de l'alcool parce que l'alcoolisme va changer la psychologie de l'individu. Comment est-ce qu'il va avoir, ça va changer le type de rapport qu'il a, soit avec ses enfants, avec sa femme, avec son époux, avec l'entourage. Et souvent, c'est l'environnement, c'est l'entourage qui alerte et qui motive la consultation. D'accord. Vous rencontrez certaines personnes pendant vos activités? Effectivement. Qui en souffrent, sont dépendants? Effectivement, on en rencontre assez. Dans toutes nos tournées que nous faisons ou dans nos activités, on en rencontre. Et quand c'est comme ça, nous les conduisons vers les centres qu'il faut afin de pouvoir les aider dans ce sens-là. Donc, la première chose, c'est de les rencontrer, de les écouter, de savoir sur quoi on se bat, sur quel sujet nous sommes. En faisant de ça, nous savons où nous les orientons selon le niveau de sa maladie ou de sa dépendance. On envoie vers des structures, que ce soit à l'INSP, Bingerville ou la Croix-Bleue. Pour qu'ils soient pris en charge. Effectivement. Et nous accompagnons ces personnes-là tout le long de leur processus afin de pouvoir les aider après. D'accord. Alors, est-ce que les populations connaissent les risques de la consommation abusive de l'alcool? Quelques avis recueillis par Ferdinand Kouakou. Si tu bois beaucoup, tu consommes beaucoup la boisson, franchement, à la longue, tu vas avoir le diabète. Oui, c'est dangereux pour la santé parce que ça affecte le foie. Alors qu'on sait que le foie est un organe très important dans notre organisme. Et si le foie est affecté, il y a plusieurs maladies qui vont s'infiltrer. Donc je pense que c'est vraiment dégradant pour la santé et puis pour l'image même de la personne qui est alcoolique. Je pense qu'en buvant, déjà même de façon exagérée, ça peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas très jolies à voir. Par exemple, tomber dans les caniveaux. La seule fois où j'ai été victime lorsque j'ai abusé de l'alcool, c'est que j'ai été victime de vomissements. Des vomissements qui m'ont vraiment perturbé, les vertiges, les migraines, tout ça. C'est clair que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Alors, on le voit avec ceux qui sont alcooliques, notamment au niveau cérébral, ce qu'ils pensent. L'alcool, généralement, c'est au niveau cérébral. Puisque lorsqu'on boit, on a du mal à être conscient. Voilà, et on nous a appris souvent que ça a des répercussions sur les neurones du cerveau. Donc l'alcool, c'est bien évidemment dangereux pour la santé. Au vu de ce que nous venons d'entendre, M. Thio, est-ce qu'on peut parler d'effets à court terme et à long terme? Oui, absolument. Je pense que les personnes interviewées ont résumé un peu le tableau de l'alcoolisme. Il y a effectivement des effets à très court terme, presque immédiats. Lorsque vous commencez à consommer de l'alcool, c'est un produit qui n'est pas digéré. Donc il passe tout de suite dans le sang, il va atterrir sur le cerveau et il va modifier la manière dont le cerveau fonctionne. Ça, c'est l'alcoolisme, l'alcoolisation aiguë. Donc il y a tout un ensemble de modifications du comportement qui vont être enregistrées, comme la vision floue, la personne va voir, le contour des objets n'est plus perçu dans leur netteté. On va avoir une sorte de dépersonnalisation, parce que le cerveau étant touché, les fonctions psychologiques principales, la mémoire, l'intelligence et la vigilance, toutes ces fonctions vont être touchées dans le court terme. Mais dans le moyen terme, c'est les organes, ces différents organes de la personne qui prennent le coup, à savoir le foie. Il a été cité, le foie est toujours en première ligne pour éliminer l'alcool, le cerveau qui a été cité, il y a le pancréas, il y a les intestins, bref, partout où le sang arrive, les principaux organes sont attaqués par l'alcool dans le moyen terme. Lorsque vous continuez la consommation. Et dans le long terme, il y a des effets sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale, sur votre vie économique.
en termes de méfaits. Donc l'alcool, c'est du court au long terme, c'est du physiologique au relationnel en passant par le psychologique jusqu'à l'économique et jusqu'au social. C'est vraiment toute une panoplie de risques qu'il faut dénoncer parlant d'usage de l'alcool. Mais vous avez dit quelque chose de très important qui, moi, m'a interpellé. L'alcool ne se digère pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'alcool, c'est la substance psychoactive. Ça veut dire qu'il y a une action sur l'esprit qui se trouve dans les boissons alcoolisées. C'est-à-dire que dans les bières, les vins, dans les liqueurs, que ces produits aient été produits d'une façon industrielle ou artisanale. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a de l'alcool dans chacune de ces boissons. Et cet alcool, c'est un produit chimique que le corps n'a pas la possibilité de digérer. Donc, lorsque vous consommez une boisson qui contient de l'alcool, l'alcool, lui, il passe directement dans le sang tel qu'il a été consommé. Et il n'est pas digéré comme les aliments. Donc, l'organe qui est en première ligne pour éliminer l'alcool, c'est le foie. Je pense qu'ils en ont parlé dans le documentaire. Et le foie, en détruisant, en éliminant l'alcool, il se détruit lui aussi, il se détruit lui-même, avec d'autres organes qui sont impliqués dans le métabolisme de l'alcool, comme les reins, comme les poumons aussi, et plein d'autres organes. Donc c'est pour cela que l'alcool peut être dangereux, extrêmement dangereux pour les organes dans le corps humain. Alors quelles sont les maladies justement de ces organes provoquées par l'alcool? Ils ont cité le diabète. Le diabète, c'est du sucre, parce que l'alcool est produit en général à base de sucre. L'alcool, avec du sucre, on fait de l'alcool. Donc, il y a le diabète, il y a les cancers. L'alcool est mutagène, parce qu'il attaque la cellule de la membrane, mais il fait muter aussi le génome qui est à l'intérieur de la cellule. Il est mutagène. Donc, avec toutes les conséquences que vous pouvez avoir, les maladies cardiaques aussi, les maladies liées au fonctionnement des reins et du pancréas, je les ai citées, les ulcères et autres, c'est vraiment toute une panoplie de maladies qui peuvent être diagnostiquées lorsqu'il y a une consommation d'alcool à moyen et long terme. Donc c'est clair, la consommation de l'alcool a des effets sur la santé, mais est-ce que ces effets-là sont les mêmes selon les cibles? Je vais parler des mineurs, des grandes personnes. Alors, il y a des facteurs de vulnérabilité. Je vais mettre en parenthèse les femmes enceintes. Vous avez raison. Tout ce que vous avez cité est valable pour l'individu, pour l'adulte qui se porte bien. L'adulte normal, on peut le dire, mais il y a des facteurs de vulnérabilité qui font que certaines populations sont plus exposées. Le sexe est un facteur de vulnérabilité. Les femmes, à poids et à âge égal, sont plus vulnérables à l'alcool qu'aux hommes. Il y a aussi le contexte. Si vous avez certaines responsabilités, vous avez l'obligation de réserve, ce n'est pas vous qui, à chaque fois qui allez vous enivrer pour commencer à dire de n'importe quoi. Parce que l'alcool va faire lever les censures. Donc c'est un facteur de vulnérabilité quand vous avez certaines responsabilités. Il y a aussi l'âge. L'âge, il faut qu'on en parle avec l'ONG El-Kassi que j'accompagne, il va intervenir dessus. L'âge est un facteur aussi de vulnérabilité. J'allais citer la femme enceinte, la femme gestante, oui, dont on ne connaît pas le seuil minimal qui ne pose pas de risque. Donc les femmes enceintes ne devraient pas toucher à l'alcool, même à une seule goutte d'alcool. Même s'il y a des idées reçues, des fausses idées qui disent que tel alcool la bière peut donner le teint, etc. C'est des fausses idées, ça n'a aucune base scientifique. D'accord. Mais j'insiste sur la vulnérabilité liée à l'âge, qui est vraiment l'épée de combat de l'ONG El-Kassi. Voilà. Alors, le facteur âge, vous vous attaquez aux mineurs, c'est ça? Effectivement. D'accord. Mais pourquoi avoir ciblé les mineurs? D'accord, comme tout à l'heure M. Thio l'a démontré, d'abord, pour un mineur, l'alcool est déjà dangereux. Et en plus encore, on a une loi qui interdit la consommation et la vente d'alcool par les mineurs qui existe. Et cette loi n'est pas appliquée sur le terrain. Et que nous, en tant qu'ONG, d'abord, nous avons les dangers. Nous avons une loi exactement qui nous permet d'aller sur le terrain. Et nous décidons de prendre cela et d'aller de ville en ville pour sensibiliser directement les autorités au niveau des mairies, en plus les populations et les mineurs également. Qu'est-ce que cette loi dit? La loi dit qu'il est interdit d'abord la consommation d'alcool par quelqu'un qui a moins de 18 ans, également interdit de vendre
de vendre de l'alcool à quelqu'un encore qui a moins de 18 ans. Et il est également interdit de servir de l'alcool à quelqu'un qui va. C'est-à-dire que si tu vas, un enfant de moins de 18 ans va acheter de l'alcool dans un endroit, il faut vérifier sa pièce d'identité. S'il n'a pas 18 ans, il ne faut pas le servir. Et pour ceux qui dérobent à cela, la personne a des sanctions qui sont liées à... C'est malheureusement pas ce qu'on voit sur le terrain. Les mineurs, ça donne à l'alcool. Effectivement, et c'est même l'alcool même s'invite maintenant dans les établissements scolaires et c'est encore plus grave pour les élèves. C'est-à-dire, même maintenant, c'est-à-dire si un maquis par exemple comme ça, quelqu'un, si maquis X dit lui ne fait pas la vente d'alcool au mineur, le maquis Y le fait. Le mineur qui vient chez X, on le refuse, le mineur va directement chez Y et Y accepte. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans la société, il y a un problème au niveau de la société. Ça prouve que si telle personne décide de se mettre sur le terrain à ne pas servir, Y va servir parce qu'il veut son argent. Et en allant sur le terrain, on a découvert que ces personnes, même, ni les mineurs ne savent pas qu'il y a une loi qui existe, ils ne savent pas ce que contient cette loi. Et aussi, les tenanciers des maquis aussi ne le savent pas. Et nos autorités aussi sont vraiment limitées en matière de ces informations-là. Par exemple, laquelle nous, quand nous allons sur le terrain, nous avons plusieurs cibles. Nous ciblons les autorités avec des dîners que nous faisons avec eux, toujours accompagné de M. Daniel Diou qui est sur le terrain avec nous. Nous sensibilisons les enfants eux-mêmes au niveau des ambiances scolaires comme un peu partout. Nous formons les parents et les éducateurs afin que ceux-ci sachent les dangers et puissent prendre en charge cela au cas où ils ont ces genres de cas-là pour savoir quelle est la bonne attitude à réagir. En plus de ça, nous allons au-delà, nous allons sensibiliser les tenanciers des maquis. Nous allons dans les maquis et essayer de trouver le responsable des maquis de la localité dans laquelle nous sommes et de l'inviter pour qu'on puisse en discuter et trouver une solution ensemble. Parce que c'est quelque chose qu'il faut résoudre avec tout le monde. Se mettre tout seul et dénoncer, ça ne résoudra pas le problème. Donc, nous serons les autorités, les tenanciers des maquis, les parents et les concernés, même les mineurs. Tout cela, nous les touchons durant nos caravanes. Aux mineurs, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, aux mineurs, c'est les informations et leur montrer un peu quel est le risque qu'ils encourent en consommant cela. Mais avec le mot qu'il faut. Notre formateur, notre consultant sur le terrain a la manière de le faire qui vraiment fait comprendre aux enfants qu'il est vraiment dangereux d'utiliser l'alcool. Et les personnes que nous avons sur le terrain sont formées dans le domaine et ils sont experts dans ce domaine. Ils ont de l'expérience de plusieurs années et ils savent s'y prendre. Le message qu'ils se donnent est adapté selon la cible. Quand c'est les enfants, ils ont la manière de le faire avec les outils qui accompagnent. Quand c'est les parents aussi, ils ont la manière aussi de communiquer avec les outils qui accompagnent. Quand c'est les autorités aussi, nous avons aussi une autre manière de parler. Avec les enfants, on fait une sensibilisation, une conférence publique. Avec les parents, on fait une formation. Avec les autorités, on fait plutôt un dîner. Certains diront qu'on vient les nourrir. C'est pas ça. Mais sauf qu'on trouve que c'est la meilleure façon de faire passer le message. Et on le fait comme cela. Il faudrait davantage faire donc la promotion de cette loi. Mais zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est possible, M. Thio? Absolument, c'est possible parce que on ne peut pas combattre l'alcoolisme chez les jeunes, et les drogues en général chez les jeunes, on parle d'alcoolisme aujourd'hui, sans passer par les adultes. Les adultes ont une responsabilité, c'est eux qui transmettent les valeurs aux générations qui montent. Et El Kassi fait très bien d'associer à la fois la formation des adultes et la sensibilisation des mineurs. Si on donne de bonnes informations aux mineurs sur le produit, ils vont déjà eux-mêmes commencer par prendre leur distance. Et si on forme les parents, on a gagné vraiment la bataille au niveau de la sensibilisation. Avec l'autre aspect qui est la répression, qui est la loi, la mise en application de la loi. Je pense qu'il est possible d'avoir 0 mineur alcoolisé en Côte d'Ivoire. C'est possible. D'accord. Alors, parlons donc de la prise en charge même des alcooliques en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a des structures compétentes pour le faire? Absolument. Absolument, on a des structures compétentes. J'ai parlé tantôt de la Croix-Bleue qui a été créée pour lutter. La Croix-Bleue internationale a été créée pour lutter contre l'alcoolisme en Suisse au 19e siècle. Et elle est représentée en Côte d'Ivoire par son centre, par un centre, et qui a fini par adapter ses méthodes à la prise en charge des autres drogues. Nous, on dit alcool et autres drogues. On ne dit pas alcool et drogue, on dit alcool et autres drogues. Alcool et autres drogues. Autres drogues, puisque nous considérons l'alcool comme une drogue. Donc, c'est un centre où on a des experts
qui agissent dans le domaine de la prise en charge des drogues. Donc on a des médecins, on a des addictologues, on a des criminologues, on a des assistants sociaux, parce que la prise en charge de l'alcoolisme appelle toutes les compétences. Donc il y a le pôle prise en charge, soins, mais il y a le pôle prévention et formation que je dirige et qui appuie plusieurs ONG et particulièrement LKC, il y a d'autres ONG avec lesquelles nous travaillons pour les appuyer, pour apporter le message attention, attention à l'alcool, attention, ne tombez pas malade. C'est vrai que le produit n'est pas interdit en Côte d'Ivoire à la consommation, mais ça ne change rien à ses effets sur l'organisme, sur l'être et sur son devenir. Le jour où la loi va changer, les effets ne changeront pas. C'est pour cela que nous parlons de drogue licite ou de drogue illicite. Dans d'autres pays, l'alcool est interdit, c'est une drogue illicite chez eux. En Côte d'Ivoire, il est toléré, je n'ai pas dit permis, il est toléré, c'est une drogue licite. Mais sous ces deux tropiques, l'alcool a les mêmes effets destructeurs sur la santé. Et c'est pour cela qu'il est bon, en termes de prise en charge, d'appuyer les structures étatiques ou les initiatives privées qui interviennent dans la prévention, mais aussi d'appuyer les ONG comme LKC. Il n'y en a pas beaucoup qui agissent comme eux. Et c'est pour cela que nous les accompagnons dans la lutte contre l'alcoolisme, et particulièrement chez les jeunes, chez les mineurs. Et quand on parle de l'alcoolisme chez les mineurs, on commence par l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Monsieur Tahirou, est-ce que vous pensez que cette loi qui ne date pas de maintenant vous permet de lutter efficacement contre ce fléau? Effectivement, c'est parce qu'on a vu les limites de cette loi que nous sommes allés sur le terrain. Parce qu'on a eu un exemple en Côte d'Ivoire de la ville de Tia-Salé, avec le maire qui a pris un arrêté municipal par rapport à cette loi et l'a adapté à sa commune. Et je ne sais pas sur le terrain, mais vraiment les retours que nous avons, c'est que vraiment il est difficile de servir de l'alcool à un mineur à Tia-Salé. Et ça réussit. Donc nous allons sur le terrain afin que les mairies puissent l'adapter, cette loi, à leur localité, le temps que ça puisse remonter. Je pense qu'au niveau de l'administration nationale, on puisse voir comment actualiser cela. Et ça peut prendre du temps. Donc, directement sur le terrain, un arrêté avec la mairie, ça peut faire adapter les choses. Je pense que les collectivités locales déjà peuvent s'organiser. Oui, ils ont le pouvoir de le participer donc à la lutte contre l'alcoolisme. Oui, effectivement, un maire a ce pouvoir-là dans cette attribution, de pouvoir prendre un arrêté et de pouvoir agir. Mais ça, c'est au niveau des mineurs, hein, mais pas des grandes personnes, parce que là, les maquis, comme vous l'avez dit, l'alcool n'est pas interdit. C'est la responsabilité, voilà, c'est ça. On ne peut pas interdire à quelqu'un de boire l'alcool jusqu'au matin. Et c'est un véritable problème. Il faut dire aussi, les mineurs, il y a aussi les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes, les femmes enceintes aussi. M. Thio l'a dit. Effectivement. D'accord. Donc, la loi peut le permettre. Et dans ce sens, nous avons un projet qui sera lancé bientôt qui concerne la tolérance zéro d'alcool par les femmes enceintes. Et c'est très bientôt que ce sera lancé. D'accord. On termine avec vous, M. Thio. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour limiter les effets de l'alcool sur la santé? Il faut informer les gens individuellement. Il faut dire que le corps humain, tel qu'il est conçu, n'a pas besoin d'un apport supplémentaire en alcool pour fonctionner correctement. Ce que je dis est très précis. Ça veut dire que le corps lui-même, il fabrique les éléments qui sont nécessaires à son équilibre. Il n'a pas besoin d'un apport extérieur en alcool pour fonctionner correctement. Ça, c'est une chose que beaucoup ne savent pas. Donc, si vous consommez de l'alcool, c'est peut-être le mot existe maintenant pour vous enjailler, etc. Mais le corps humain n'en a pas besoin pour fonctionner correctement. Sinon, il y a une grande partie de la population qui serait malade faute d'alcool. Un verre en passant, ça ne fait pas du mal, M. Thio. Alors, on peut prendre un alors verre, ça va nous engager dans ce pas un verre. Pour nous, quand vous dites un verre, pour nous, c'est tout un ensemble de choses. C'est lequel des verres? Je peux vous poser la question, c'est lequel des verres? Il est pris quand? Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Il est pris à quel moment? Quel est l'état physiologique et mental de la personne qui prend le verre? Donc pour nous, le verre, ce n'est pas le verre comme tout le monde le dit. Le même verre, il peut être pris d'une façon à protéger le foie chez un individu. Et le même verre peut avoir un effet nocif sur le foie. Le verre standard qui contient un certain nombre d'alcool doit être pris, une certaine quantité d'alcool, doit être pris en 1 heure, c'est ce que dit l'OMS. Il doit être pris en 1 heure. C'est-à-dire, je parle de grands verres de bière, du verre moyen de vin, du petit verre de liqueur, parce que la concentration de l'alcool est différente dans ces verres. Donc,
lorsqu'on parle du verre, dont la concentration est inversement proportionnelle au volume du verre qu'il reçoit, il y a toute une théorie derrière le verre. Alors, le verre, on lui a donné les vertus protectrices du cœur, etc. Les études ont été refaites pour montrer qu'il n'en est rien. D'accord. Merci. En tout cas, on retient que l'alcool, consommé donc sur une longue période ou abusivement, a des effets certains donc sur notre santé. Merci à vous, M. Tahirou Kabirou. Je rappelle que vous êtes chef de projet à l'ONG Al-Kassi qui lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, M. Daniel Thio. Vous êtes psychologue et conseiller formateur en toxicomanie. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine.